Bonjour et bienvenue dans À chacun son senior. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode intitulé La stimulation cognitive, nous recevons Lydie qui est animatrice auprès des personnes âgées. Bonjour Lydie, comment allez-vous? Bonjour Anna, écoute, ça va bien. Je tenais déjà à te remercier, de m'avoir invitée sur ton podcast parce que voilà, on fait un métier qui est important et c'est bien de le vulgariser comme on dit comme ça. Donc merci à toi. Merci. Donc, le but aussi de ce podcast, c'est aussi de valoriser les accompagnants des personnes âgées. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur la stimulation cognitive. C'est vrai qu'avec l'avancée en âge, de nombreuses personnes constatent des changements dans leur manière de penser, de mémoriser ou de réagir. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment le vieillissement influence-t-il les fonctions cognitives? Alors je me souviens donc j'ai assisté au mois d'avril à une conférence qui s'appelait «Agir et bien vieillir pour prévenir donc les troubles cognitifs», lors de laquelle le docteur Angioni, qui est donc médecin au service, du CHU de Toulouse, service gériatrie pardon, au CHU de Toulouse et à l'hôpital de jour, nous a parlé que vieillir sans pathologie de on peut vieillir, pardon, sans pathologie de la mémoire, mais avec une altération de certaines facultés. Donc on va dire que, vieillir, c'est aussi un vieillissement cognitif. Ce vieillissement, il va se caractériser par un déclin progressif, donc de certaines fonctions mentales, comme tu disais, la mémoire, l'attention, la vitesse de traitement ou encore les fonctions exécutives. Mais il va aussi laisser d'autres capacités relativement stables et c'est ce qu'on appelle le déclin sélectif. Donc, quelles sont les fonctions cognitives qui sont affectées? Certaines capacités vont décliner plus tôt que d'autres. Donc par exemple, la flexibilité attentionnelle, elle se commence à décliner dès l'adolescence. Donc on perd des fonctions avant d'être «vieux» entre guillemets et tandis que d'autres, comme le raisonnement déductif, ne sont affectés qu'après 50 ou 60 ans et certaines fonctions, comme certains aspects du langage, elles peuvent rester stables jusqu'après 80 ans. Donc oui, le vieillissement entraîne un ralentissement général des opérations mentales, c'est-à-dire qu'on est plus lent à comprendre, particulièrement pour tout ce qui est tâches complexes. Donc par exemple, les personnes âgées vont mémoriser plus difficilement des listes de mots, mais qui sont abstraits, que des mots concrets. Et ils vont avoir plus de difficultés à traiter plusieurs informations en même temps, et ils sont plus sensibles également à tout ce qui est interférence, donc le bruit, etc., qu'il y a autour d'eux. Et malgré ces déclins, le cerveau des adultes âgés reste quand même plastique et adaptatif. Donc c'est pas une fatalité de vieillir et c'est pas le déclin cognitif n'est pas une fatalité. Donc il y a des stratégies cognitives et des mécanismes de réorganisation cérébrale qui peuvent compenser partiellement ces pertes et qui vont permettre de maintenir certaines performances. Ceci étant influencé par nos réserves cognitives, donc on va voir un peu plus tard, l'environnement et les stimulations intellectuelles. Donc certaines fonctions comme le raisonnement logique, la prise de décision ou la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire à long terme qui stocke toutes nos connaissances générales, tout ce qui est concept, les mots ou encore les faits, peuvent rester stables ou même s'améliorer avec l'expérience pardon, et l'apprentissage continu. Donc en conclusion, cela souligne que le vieillissement cognitif n'est pas uniquement un processus de déclin, mais c'est aussi un processus dynamique où l'adaptation et la compensation jouent un rôle clé. Donc, si j'ai bien compris, quelque part, on ne peut pas échapper au déclin cognitif. C'est quelque chose de naturel. C'est ça, tout à fait. Tu as vu, dès l'adolescence, on commence à perdre certaines capacités. Ok, merci. Donc, on va parler justement de la réserve cognitive. Est-ce que la réserve cognitive, si par exemple le cas d'une personne qui a énormément stimulé son cerveau tout au long de sa vie, est-ce que ça lui protège davantage contre le déclin cognitif lié à l'âge? Alors là, pour répondre à cette question, je me suis surtout beaucoup appuyée sur une publication de Monica Martinez-Mantilla, qui est psychologue et neuropsychologue, et qu'on peut retrouver sur le site Neuron Up. Alors, je cite son explication, hein. La réserve cognitive est la capacité du cerveau à optimiser son fonctionnement au moyen de réseaux neuronaux plus efficaces ou alternatifs
permettant de maintenir les performances cognitives malgré les changements structurels associés au vieillissement ou à la présence de pathologies cérébrales. Donc ce n'est pas seulement ce qu'on a dans le cerveau, donc la quantité qui compte, c'est aussi ce qu'on peut en faire et comment on s'en sert. Et c'est ça qu'on appelle la plasticité cerveau. Alors, chez les personnes âgées, la réserve cognitive agit donc comme un facteur protecteur, justement, contre le déclin cognitif et la perte d'autonomie fonctionnelle. Ça agit aussi comme un bouclier contre les troubles cognitifs légers. Donc, plus elle va être importante, alors pas qu'en quantité, mais c'est que ça, voilà, à s'en servir, à avoir des biais pour s'en servir. Alors, nous ne pouvons plus nous permettre de lire la vieillesse exclusivement sous le prisme du déficit, justement. Le cerveau n'est pas un système passif qui se contente de s'user, c'est une structure dynamique qui se réorganise. Donc, vieillir, votre cerveau n'est pas mort, il fonctionne autrement, mais on peut l'entraîner, on peut le muscler et plus il va être, voilà, plus il va y avoir une réserve cognitive, comme tu dis, plus on va savoir servir autrement. OK, merci. Et quel rôle joue la stimulation cognitive dans le bien vieillir? Alors, bien vieillir, déjà, c'est un concept pour améliorer la qualité de vie des personnes qui avancent en âge et qui désigne plus spécialement les actions de prévention dans des domaines différents, donc tels que la santé, l'autonomie ou encore l'épanouissement. Et le bien vieillir, c'est d'abord maintenir les personnes en bonne santé. Donc, pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, il est important, comme on le répète, de rester actif en vieillissant. C'est pourquoi le mode de vie des seniors, donc tout ce qui est loisirs, activités sportives ou encore plus spécifiquement autour de l'alimentation, pardon, tout en étant adapté à leur âge, doit contribuer à les maintenir en action, ce qui contribue à prévenir donc les maladies dues au vieillissement. Et le bien vieillir, c'est aussi tout un pan d'action de prévention dont l'objectif est de prolonger l'autonomie des personnes âgées et de préserver autant que possible une qualité de vie en restant à leur domicile. Parce que c'est un peu sur quoi on part et s'épanouir. Donc alors bien vieillir, donc on a vu que c'était maintenir les personnes en bonne santé, c'est aussi continuer à s'épanouir avec l'âge. Donc moi, je suis un peu plus aussi sur ça en tant qu'animatrice. Ce n'est pas seulement faire attention à sa santé, c'est aussi continuer à mener une vie sociale riche et maintenir des liens avec les autres. Voilà, on discute, on échange. Alors oui, on a dit il y a un petit déclin, donc on va parler moins vite, on va comprendre moins vite, mais ça active d'autres choses qu'on échange, on écoute, voilà, ça met d'autres actions et ça muscle d'autres parties, on va dire, du cerveau. Et comme l'indique Santé publique France, donc le concept du bien vieillir, c'est le désir et le plaisir comme le fil conducteur de cette approche pour permettre aux seniors de rester en contact et d'avancer sereinement en âge. Alors après, dans ta question, c'était quel rôle joue la stimulation cognitive dans le bien vieillir. Donc là, on a vu l'aspect bien vieillir. Maintenant, je vais parler un peu plus de la stimulation cognitive. La stimulation cognitive, elle regroupe les activités et les exercices qui visent à maintenir et renforcer tout ce qui est capacité mentale pour ralentir le déclin cognitif et favoriser un vieillissement actif, comme on a vu avec le bien vieillir aussi. Elle sert à activer et renforcer les fonctions cérébrales telles que la mémoire, l'attention, le langage, le raisonnement ou encore les fonctions exécutives, et tout ça en préservant l'autonomie et surtout la confiance en soi des personnes âgées ou fragilisées cognitivement. La stimulation cognitive, elle, se concentre sur l'entretien et le renforcement des capacités existantes. Donc nous, voilà, quand on est animatrice, on part sur l'existant, pas ce qu'on a perdu. On travaille sur ce qui reste, même si c'est un petit peu, et voilà, on stimule par différents exercices ou activités pour que le peu qui reste, voire se améliore aussi. Donc en tant qu'animatrice, quelle activité, quel type d'activité vous proposez? Alors, on a différents supports. Donc, comme je dis, l'animation, c'est aussi un outil.
c'est un excellent outil et on va utiliser, par exemple, tout ce qui est jeux de mémoire, les jeux de société, donc ça, c'est excellent. Donc je cite les plus connus, donc le Scrabble, par exemple, qui est très apprécié des personnes âgées. On a aussi le Triomino, les dominos, mais le Triomino, c'est vraiment, voilà, le domino à 3 faces, quoi, en triangle, donc c'est excellent. C'est même eux qui me l'ont fait découvrir. Le Rumicube, après on a des jeux de cartes. Après en dehors de on travaille aussi, beaucoup, sur tout ce qui est activité créative, puisque ça permet de se libérer, de se lâcher, de se faire plaisir et puis, on fait comme on a envie en atelier créatif, c'est ce qu'on ressent qui ressort. Donc ça, après voilà, on a les classiques. Alors, coloriage, c'est toujours négatif de le dire, mais alors voilà, maintenant on parle de mise en couleur, mais c'est vrai que ça détend énormément de faire tout ce qui est mandala ou du coloriage. Après, moi j'aime bien créer beaucoup de choses. Alors après autour, souvent quand c'est les fêtes, Noël et cetera, c'est toujours assez plus simple d'avoir des idées. Donc, voilà, après, la stimulation, ça peut aussi passer par, voilà, on est aussi sur simplement une discussion, passer un petit moment agréable et convivial avec les personnes âgées, puisque, ils se confient, ils parlent d'eux, donc on réactive tout ce qui est mémoire, les souvenirs et cetera. Donc on a un grand panel d'activités et d'exercices, plus tous ceux puisque alors moi, je dirais surtout moi non, mais certaines autres collègues aussi, on a l'esprit très créatif. Donc, moi, je vois un objet, je vois toutes les façons dont je vais pouvoir m'en servir en animation. Après, effectivement, il faut partir sur ce que les gens aiment. Voilà, un monsieur, s'il aime pas colorier, je ne vais pas le faire colorier. S'il est plus bricolage je me dis: «Il faut que je lui trouve quelque chose dans le bricolage qui va l'intéresser». Donc, je sais pas, là, voilà, c'est l'été et cetera. Voilà, ça peut être, des nichoirs, tout ce qui est comment on appelle ça? Les hôtels pour les petits animaux, enfin tous les petits animaux et tout. Donc voilà, il faut trouver quelque chose qui intéresse et qui va permettre alors moi comme je dis dans l'animation, de travailler, oui, la stimulation cognitive, mais moi je ne le dis pas, mais en arrière-plan, c'est tout ce qui est forme ludique et agréable pour travailler effectivement la mémoire et cetera. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, vous vous intéressez aussi, à ce que la personne, aime, pour qu'il puisse prendre du plaisir, lors des activités. Justement, comment vous essayez de mettre, en place, on va dire des activités qui soient efficaces pour qu'il y ait aussi des résultats ensuite? Ah, c'est sûr, je dirais pour que ça soit efficace, c'est aussi sur le long terme, de toute façon, plus ou moins, parce que déjà, nous, on va avoir, au moins au moins une première séance où on se rend compte et on se présente, la personne se présente. Si voilà, pourquoi il a envie qu'on soit là, on va discuter, échanger autour, de ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, ce qu'il aimerait faire avec moi ou des choses comme ça. Les activités, est-ce qu'il aime jouer au Scrabble? Est-ce qu'il aime faire des puzzles? Est-ce qu'il est plutôt lecture et on travaille à partir des journaux et cetera? Donc, ouais, voilà, il y a une séance de rencontre. Après, on va proposer, je propose, la prochaine séance d'activité. Donc, par exemple, si voilà, dans les premiers moments, il m'a parlé de Scrabble, on tente voilà, déjà le petit truc facile, le Scrabble et puis, voilà, on voit. Après l'intérêt aussi d'avoir des activités, donc comme tu dis, comme on disait au départ, c'est, rester active. C'est solliciter ce qui est encore là. Après nous les animateurs, donc je dis toujours «nous» parce que c'est vrai que je m'encadre dans la fonction d'animatrice à domicile et j'aime pas dire «je». Mais du coup, oui, c'est à chaque moment, si on voit qu'il y a une difficulté ou quelque chose qui commence à bloquer, nous, sur le terrain, on va dire directement, on met fin délicatement ou on essaye d'adapter le jeu parce que le but, c'est de pas surtout pas mettre en échec et puis c'est aussi de redonner de la confiance en ce qu'on peut faire et qu'il y a encore des capacités, malgré tout ou malgré le vieillissement, malgré des pertes ou et cetera. Donc ça se fait, voilà, donc une séance, ça s'adapte au fur et à mesure, ça s'adapte pour les prochaines fois et puis voilà, alors moi, alors là, je dis moi parce que moi, avec Envie, ma micro-entreprise, le but, c'est vraiment que ça soit les seniors qui choisissent. Donc ils vont choisir leur jour d'intervention,
le nombre d'heures et puis c'est vraiment eux qui choisissent à me dire: «Bon, ben, Lydie, j'aimerais bien on fait des jeux de société, alors tel jeu, une activité créative et cetera, ou on va juste faire une petite balade dans la nature». Donc on va dire qu'il y a un petit programme plutôt sur le court moyen terme et puis après, beh, soit ça change en cours de route, on change d'activité, on change de perspective sur quoi travailler, c'est pas le truc, mais donc ça se réadapte à chaque instant et puis, bah, s'il y a du long terme, oui, le but c'est, bah, de travailler un peu tout et peut-être plus où ça commence justement à décliner si c'est, bah, la mémoire, l'attention, des choses comme ça. C'est plus essayer de travailler sur ces petits points, de façon ludique et avec plaisir, comme on disait tout à l'heure. Merci. Et donc la personne âgée donc peut effectuer ce type d'activité donc à domicile en faisant appel à une animatrice. Dans quel autre cadre la personne peut aussi effectuer ces activités? Alors là, à domicile, on va dire que nous, ça part sur, alors c'est nouveau, comme je disais au début, on est sur un métier nouveau et pas assez connu hélas pour l'instant. Ça a été la volonté de nous de certaines animatrices de créer, nos propres entreprises, nos propres petits services d'animation, donc à titre indépendant, donc un peu, comme on peut, pour être librement justement au service des seniors et surtout intervenir, à domicile parce que c'est un public qui est encore moins touché, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a d'autres cadres, des cadres institutionnels, donc que ça soit, en établissement comme les EHPAD, donc les établissements hébergeants pour les personnes âgées et dépendantes, les accueils de jour. Ça peut aussi donc l'animation, la stimulation cognitive, pardon, peut aussi se faire dans tout ce qui est justement les personnes qui sont déjà touchées par des troubles cognitifs, donc en unité de vie, par exemple, protégée pour tout où résident les personnes qui sont hélas atteintes de la maladie d'Alzheimer à différents stades. Heu, après donc le domicile, on a vu. Après oui, on a aussi en dehors de vraiment tout ce qui est cadre résidentiel, on va dire, plus ou moins, on a aussi tout ce qui est alors là, on rejoint un peu plus la notion de plaisir, où c'est les gens qui vont choisir puisque alors moi, je sais que moi, je suis sur Limoges, donc sur ma région, sur ma ville, par exemple, il y a les clubs seniors. Donc ça passe par le CCAS, qui est le centre communal d'action sociale, la mairie, où, avec une cotisation annuelle, ils peuvent participer, bah, pareil à des activités, à des sorties, pour, voilà, c'est aussi la stimulation cognitive, mais là, c'est plus aussi eux qui vont choisir d'y aller par eux-mêmes. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que, bah, ça touche, les gens qui ont envie d'être en groupe surtout, donc qui sont pas forcément isolés, et qui peuvent aussi se déplacer ou, qui ont du personnel pour les aider à aller sur ces points de stimulation cognitive. Merci. Et selon vous, est-ce que, il y aurait un âge à partir duquel on devrait se préoccuper de la préservation de nos fonctions cognitives? Parce que bon, là, j'imagine que vos activités, c'est, vous vous occupez, particulièrement des personnes âgées ou vous pouvez faire aussi, d'autres classes d'âge? Alors si, parce que moi, comme j'aime à le dire, il y a pas d'âge, en fait. Nous aussi, on a besoin d'être stimulés cognitivement. C'est vrai que, alors, à titre personnel, moi qui étais, en long arrêt maladie par rapport à des soucis de santé, et beh, quand vous pouvez pas trop bouger, que vous êtes tout seul à la maison, comme je dis, j'en avais un peu marre de regarder le mur d'en face et c'est vrai que, on a besoin d'être stimulé, sinon le cerveau est ralenti et il peut y avoir, voilà, des troubles de la mémoire et cetera. Donc ouais, je dirais qu'il faut se stimuler à tout âge. Après effectivement et beh, plus on vieillit, plus on sait que c'est important aussi de rester active, ça c'est sûr, de faire des choses. Enfin des activités et cetera. Donc après oui, moi c'est vrai que j'interviens essentiellement sur les personnes âgées. Après, il y a aussi tout ce qui est, personnes, qui souffrent d'un handicap aussi, où c'est encore plus difficile, de se rendre sur certains lieux d'activité et cetera. Donc pas que la stimulation cognitive, pour moi, c'est pour tous et puis regarde les enfants à l'école, alors on n'appelle sûrement pas ça comme ça, mais c'est de la stimulation cognitive pour développer déjà le cerveau,
Après, on le développe, on fait d'autres choses, on le maintient et puis après, on essaye de des fois le perfectionner et puis surtout après de le maintenir. Donc je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question. Oui. Oui. Et est-ce que selon vous, donc aujourd'hui, on vit dans un monde, très digitalisé, numérisé, Ouais. enfin un monde numérique. Mmh, est-ce que vous pensez que justement les usages numériques ont un impact, positif ou plutôt néfaste pour, nos fonctions cognitives? Alors je dirais les 2. Sincèrement les 2. Alors moi je suis pas du tout, tout ce qui est, on va dire intelligence artificielle, technologie dans le sens où, quand on voit que, entre guillemets, dans tout ce qui est établissement alors pour personnes âgées par exemple, où on veut mettre des robots parce que le il manque de personnel ou que le personnel, s'use aussi physiquement à faire les mouvements, les toilettes et tout. Je me dis: «Non, non, 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 non». Donc de ce côté-là, c'est non parce que, malgré la technologie, il faut qu'on garde ce lien humain et cette interaction avec les autres puisque, c'est ce qui permet aussi, comme on a dit, de garder une vie sociale, de continuer à être vivant et puis surtout à mieux vieillir. Donc dans ce sens-là, non. Mais on a vu aussi qu'il était aussi important d'apprendre des nouvelles choses, qui vont favoriser la plasticité du cerveau justement pour, ralentir un déclin cognitif ou justement qu'il n'apparaisse pas trop fortement. Donc dans ce sens-là, oui, le numérique a du bon, les seniors, alors qu'ils n'ont pas du tout vécu, dans cette période et moi qui suis dans la quarantaine, je suis déjà bien perdue, donc je les imagine eux. Mais c'est vrai que les nouvelles technologies ont aussi un impact, positif. Par exemple, on va avoir, les seniors peuvent garder le contact. Alors quand il n'est pas physique et présentiel, on va avoir tout ce qui est visio, pour garder le contact avec sa famille. On va et les seniors peuvent écrire, alors voilà, tout ce qui est SMS aussi pour communiquer. Donc à la fois, ça leur permet de garder le contact, humain à distance et aussi d'utiliser, des technologies qu'ils connaissent pas, donc de faire un apprentissage nouveau, qui va permettre justement de «muscler» aussi entre guillemets «le cerveau». Donc dans ce sens-là, oui. Alors j'avais d'autres exemples, si je retrouve. Donc oui, alors nous, je sais que moi nous sur Limoges, on a justement le CCAS qui est conscient de l'aspect positif aussi, voilà, des technologies qui propose des ateliers numériques pour seniors. Donc où on apprend le traitement de texte, à se servir d'internet et cetera et puis, entre guillemets, «ils ont pas le choix non plus» nos petits seniors parce que, tout ce qui est démarches administratives, ça passe tout par le numérique maintenant. Donc Et vous et sentez qu'il y a une sorte de fracture numérique un peu que les personnes que vous accompagnez, ne sont pas du tout, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à jour plus ou moins de il y en a qui vont être totalement réfractaires, comme nous des fois, des moments sur certains sujets qui vont dire: «Non, non, 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 non». Bon, à nous aussi peut-être de les amener un petit peu à découvrir, comme voilà, sous la forme ludique parce que je te les citerai après, mais il y a beaucoup de choses en numérique intéressantes qui sont mis en place. Donc oui, il y en a qui sont totalement réfractaires et non, non. Il y en a d'autres qui font un peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour garder le contact avec la famille, voilà, les visios, s'écrire et cetera, qui sont adaptés et puis il y en a qui sont totalement à fond et surtout mais peut-être mieux connaisseurs que moi. Donc c'est vrai, c'est en fonction justement des envies et de ce que les seniors aiment aussi. Donc donc j'ai de tout et même pour mes interventions, voilà, je pars sur le principe, entre guillemets, que, les personnes chez qui je vais aller ne vont pas forcément être équipées d'internet, de box et tout. Donc ça aussi dans notre métier et d'auto-entrepreneur, on le prend en compte en emmenant, nous, tout ce qui est un peu tablette ou des choses comme ça, ou justement, il y a pas mal aussi d'activités. Voilà, de mots mêlés, de mots croisés, des petites applications toutes simples mais agréables qui peuvent nous aider à faire de la stimulation cognitive, voilà, moi je sais que j'en ai vu une où tu as des bouteilles remplies et puis il faut inverser les couleurs pour faire toute une couleur dans une bouteille. Enfin, voilà, on est dans l'observation, l'attention, la manipulation au moins, visuelle et tout donc c'est très intéressant
Et pour revenir, je te disais donc avec, d'autres indépendants qui ont créé, on va dire leur activité sur vraiment la technologie et les seniors. Donc, j'ai envie de citer moi, Ludinov, donc qui favorise l'inclusion par le jeu et qui propose des dispositifs ludiques, intuitifs, qui vont stimuler les fonctions cognitives, bon, quel que soit l'âge quand même, ou le handicap. Donc moi, j'ai découvert, sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas si je vais bien le dire, donc je suis désolée pour ceux qui l'ont inventé. La Tovertavel, donc il y a un dispositif qui est spécialement conçu pour répondre aux besoins des personnes qui ont des troubles cognitifs, justement pour les faire participer et qui ont des besoins spécifiques, donc avec des jeux adaptés, donc qui est, un outil, alors c'est, soit sous forme, un peu rétroprojecteur, on va dire, ou, là je crois que pour que ça soit plus portatif, ça fait comme une lampe, voilà, pour mieux qu'on visualise, qui va projeter des jeux lumineux sur une surface et donc ils font beaucoup de vidéos pour montrer et souvent, voilà, c'est en unité protégée, pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc ils projettent l'activité sur une table où ils sont, 4-5, pas trop non plus quand même pour arriver à avoir une bonne dynamique de groupe et puis, voilà, tu as par exemple, des balles de différentes couleurs qui passent, qui se promènent donc toutes seules, hein, c'est la technologie, sur la table et le on va dire que le but c'est, par exemple, dès que vous voyez une boule bleue, vous la touchez et les gens ils sont dessus, ils sont dynamiques, ça marche donc oui, oui. Donc la Ludinov, c'est plus, sous forme de jeu et moi j'avais noté aussi, parce que j'étais en contact avec, VisiThings. Donc ça, c'est le voyage interactif. Donc faut une connexion internet forcément, mais alors en individuel ou en groupe, on cale une séance avec, ce prestataire et en fait, le jour J, il y a une personne de leur côté. Tu choisis par contre les différents endroits, mais j'avais vu, ils ont une bonne liste de choses à visiter, d'endroits à visiter et du coup tu choisis et puis les personnes alors tu as une personne de chez eux qui fait la visite en même temps. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle, caméra ou je sais pas trop quoi, mais en fait, donc les personnes sont totalement immergées en temps réel dedans et ça reste humain parce que la personne répond aux questions, heu, parle un peu de l'histoire du par exemple, d'un monument et cetera. Donc ça reste humain mais interactive et technologique. Donc voilà, c'était VisiThings et par contre en totalement alors, non, je crois que c'est sur la télé aussi, tu as Voléo, mais je crois aussi qu'ils ont développé ou c'est quelqu'un d'autre, je veux pas dire de bêtises parce qu'il y a beaucoup, dessus sur les voyages, virtuels mais, interactifs où il y a carrément le masque. Mais ça, je suis un peu moins alors moi, à titre perso, je suis pas du tout pour moi. Après voilà, si les personnes sont intéressées, pourquoi pas? Mais c'est moins je trouve ça moins bien que vraiment l'interaction avec un humain qui est dans le lieu et qui répond et ça crée du lien et mais voilà, donc pour répondre à cette grande question, moi qui ne suis pas du tout pour la technologie quand ça remplace l'humain, surtout le lien humain, oui, je suis pour ce genre, et ça peut et ça marche. Ça et oui, il y a Dibloom, je crois aussi, où c'est un mur virtuel et alors lui, il fait pour tout âge, mais des petits jeux comme ça où il faut toucher et les gens bougent en même temps et cetera. Donc oui, la technologie peut être bonne pour nos seniors, en tout cas pour tout ce qui est aussi enfin, stimulation cognitive en tout cas. OK. Bah, merci de nous avoir un peu exposé, les différentes aussi activités qu'on peut faire, en lien avec, les usages numériques pour stimuler, nos fonctions cognitives. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les premiers signes d'un manque de stimulation cognitive? Comment on repère, par exemple, on est en déclin cognitif? Alors, il y a plusieurs aspects parce que, comme on a vu, c'est aussi, un aspect normal, d'avoir un certain déclin cognitif. Donc oui, on va avoir des petits signes et puis j'avoue que nous aussi à des moments, que ce soit la fatigue ou quoi, on a des pertes de mémoire ou on oublie un nom ou des choses comme ça. Mais voilà, sans stimulation cognitive et en avançant en âge, ça peut être plus important et même si le déclin cognitif est normal, il va apparaître et surtout progresser s'il y a pas de stimulation pour, voilà, pour y mettre fin.
Et donc les premiers symptômes, de déclin cognitif qu'on peut remarquer, donc ça va être d'abord, des changements de tout ce qui est, alors notable, parce qu'on a le droit de changer, hein, des changements notables de tout ce qui est la personnalité ou l'humeur. Par exemple de l'irritabilité ou de l'apathie qui arrive comme ça, ou voilà, vous dites quelque chose d'agréable et puis pif, voilà, la personne s'énerve. On va avoir tout ce qui est, hélas, confusion dans le temps et l'espace, donc même si, voilà, c'est petit, oublier le jour qu'on est, ou bon, même si moi j'avoue ça m'arrive, mais voilà, c'est tout ce qui est le temps et l'espace. On va avoir aussi les premiers signes de désorientation dans tout ce qui est surtout lieu familier, donc dans la maison, par exemple, ou l'incapacité à reconnaître, les visages qu'on connaît, les visages de la famille. Tout ce qui est planification, organisation de ce qui faisait notre quotidien qu'on faisait sans s'en rendre compte avant. Bon, prendre des décisions ou résoudre des problèmes simples, bon ça c'est un peu plus, voilà, tout ce qui est raisonnement et tout. C'est aussi la difficulté donc à suivre des instructions simples. Je sais pas moi, servir un verre d'eau, mais on ne sait plus où est l'eau, ou on ne sait plus, où est le verre, des choses comme ça. C'est aussi la difficulté à suivre une conversation ou à trouver les mots, pour répondre à une question ou entretenir la conversation. Alors, tout ce qui est mémoire forcément, donc c'est, se souvenir de ce qui est, récent, les informations récentes ou les événements récents qu'on vient de parler il y a une minute, ou voilà, puisque voilà, on va être sur les problèmes de mémoire. Alors aussi, alors moi ou nous, quand on arrive peut-être en tant qu'animatrice, on va encore être plus vigilant. Nous, c'est, tout ce qui est la perte d'intérêt justement pour, tout ce qui plaisait avant, cuisiner, faire du jardinage, ou par exemple, alors moi je dis surtout le repli sur soi, où on n'a plus envie de sortir, où on ne veut plus voir les autres parce qu'on sait qu'on va être, hélas en difficulté, et on se dit: «Non, je reste à la maison, je veux voir personne, j'appelle personne, je discute pas». Donc ça, je pense que c'est aussi, un gros, gros signe, où on se dit: justement, on a des pertes et je veux pas les montrer. Voilà, après c'est tout ce qui, manque de motivation, de fatigue aussi, mine de rien, et puis une perte d'intérêt, pour tout ce qui peut être tout ce qui est le quotidien, la vie, ou même apprendre des nouvelles choses, la curiosité. Voilà, moi je sais que voilà, c'est le repli sur soi, où je pense aussi, où non, voilà, ce week-end, j'ai pas trop envie d'aller chez ma fille pour le repas du dimanche. Bon, voilà, des petites choses comme ça où il faut être attentif, voir si ça se répète, ou voilà, essayer de savoir le «pourquoi» entre guillemets. Dans le cas où ces premiers signes, venaient à se répéter, quel type de maladies peuvent résulter de ce manque, de stimulation cognitive? Après, on est vraiment tout ce qui est, les pathologies, alors neurodégénératives et surtout, cognitives. Donc voilà, la plus classique, c'est ce qu'on dit, la maladie d'Alzheimer, puisqu'on sait que, voilà, on va être sur des premiers signes de perte de mémoire, encore que chacun, ou comme Parkinson, qui est, fréquente, et encore des fois plus tôt que la retraite quoi, je veux dire, mais qui va toucher quand même plus les personnes âgées. Oui, voilà, c'est que chacun va aussi la vivre, chaque maladie est vécue différemment, peut-être justement en fonction de la réserve cognitive ou des choses comme ça qu'on a déjà en nous, de sa personnalité. Donc oui, il y a des symptômes, comme on a dit tout à l'heure, qui sont généraux, mais ça veut pas forcément, voilà, déclin cognitif, ça veut pas forcément dire pathologie, mais voilà, les plus connus, oui. Alors après, moi, j'ai une formation sur tout ce qui est vraiment, maladie neurocognitive comme ça, et tu en as beaucoup, donc justement, parce que la conférence s'appelait «Et si ce n'était pas Alzheimer?», parce qu'on regroupe tout, autour de la maladie d'Alzheimer, mais il y a des petites différences, tout ce qui est aphasie, des choses comme ça aussi. Oui, mais voilà, on peut, même en ayant une pathologie aussi importante, oui, la stimulation cognitive va permettre de ralentir le processus de déclin. Par contre, ça, c'est prouvé, et c'est quasi sûr. OK, merci beaucoup. Est-ce que selon vous, la stimulation cognitive doit-elle être privilégiée par rapport à l'activité physique?
Alors moi, c'est un gros non, 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 il faut faire les 2. C'est les 2 vont ensemble. Et beh, comme on a dit tout à l'heure, faut rester active. Donc je dis pas d'aller faire un footing de je sais pas combien de kilomètres, mais une petite marche de temps en temps, des choses comme ça. Après, en stimulation cognitive, moi j'aime bien citer aussi, ah mince, bah, ça y est, un corps sain dans un esprit sain aussi, donc ça peut s'appliquer à tout âge. C'est que si ton corps est pas en forme, alors forcément il va y avoir la douleur, les problèmes d'arthrose, d'articulation, mais si on reste pas sur ces déficits ou ces pertes, on peut encore faire plein de choses actives en douceur. Donc on a tout ce qui va être gym douce, qui peuvent être réalisées. Alors souvent, alors moi je les connais en établissement, donc en EHPAD. Après je sais pas s'ils vont à domicile ou pas, ça je vais pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. Mais moi j'adore ce nom aussi, c'est les papas. Donc c'est les professeurs en activité physique adaptée, donc où ils font, bah, les seniors font des exercices et puis après, alors nous si on reste après, il va y avoir l'activité physique pure. Si on veut, alors, moi, dans 30-40 ans, je ne ferai pas de sport comme j'en ai jamais fait de ma vie, mais voilà, bouger reste essentiel, bouger à son rythme et de façon adaptée et bah, toujours avec ce côté ludique et pour, le coupler à la stimulation cognitive, par exemple, nous, on a tout ce qui est danse sur chaise. Donc à la fois, c'est la petite gym douce, mais voilà, c'est les petits mouvements, bah, que tu fais, donc tu danses, mais voilà, il y a le mouvement, la coordination, pieds, mains, enfin c'est quand même costaud, je dirais. Et puis l'intérêt, c'est aussi que, bah, c'est des activités qu'on peut faire en groupe et puis que nous, en tant qu'animatrice, on peut faire, avec la personne. Donc on fait autant, la stimulation cognitive que de l'activité physique et puis nous, on le fait avec eux et à chaque fois que c'est fait, je peux garantir qu'il y a souvent des gros éclats de rire. Donc c'est aussi, le bon aspect, où, il y a vraiment de l'interaction. Ça reste un moment convivial où tout le monde passe un bon moment et comme ça, on se rend même pas compte qu'on fait justement de la gym, mais enfin de la petite gym et du petit entretien physique, tout en s'amusant, quoi. Donc non, on privilégie pas l'un sur l'autre, mais on peut les faire plus ou moins séparés, mais ensemble, ça peut dans un certain sens aussi. Merci. Et enfin, dernière question, quelles actions simples peut-on adopter au quotidien pour, préserver notre fonctionnement, cognitif? Ben au quotidien, je dirais, bah, c'est continuer de faire ce qu'on faisait tout en l'adaptant. C'est rester active, mais à son rythme et puis, c'est surtout, ne pas «délaisser» entre guillemets des choses qui nous paraissent basiques et voilà, parce que stimulation cognitive, on pense toujours, tout de suite exercice, machin, mots croisés, et cetera. Mais les petits gestes du quotidien sont essentiels pour travailler tout ce qui est l'attention, la coordination, la mobilité et j'en passe. Mais voilà, ça va être simplement, même si on y arrive moins, qu'on en fait moins, qu'on met plus de temps, c'est soit la personne d'elle-même continue, par exemple, à éplucher ses légumes ou nous, on l'encourage en faisant voir, même avec des troubles cognitifs justement, parce que on fait voir, on fait en même temps et on fait avec. Du coup, la personne arrive à copier le mouvement, à mieux comprendre puisque c'est visuel. Donc je dirais, ouais, les gestes quotidiens comme éplucher ses légumes, faire, cuisiner des recettes qu'on aime, c'est se remémorer, les ingrédients, faire avec, transmettre, partager. Par exemple, essuyer la vaisselle ou la ranger tout simplement. Après oui, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est continuer à faire ce qu'on aime, les activités qu'on aime parce que il y a des choses alors moi je dirais, par exemple le tricot, mais c'est automatique. Quand tu as le mouvement et que tu l'as fait souvent, en fait, je vois alors en EHPAD et puis moi qui m'y intéresse un peu beaucoup aussi, c'est que tu le fais en automatique, c'est des automatismes qui sont restés et tu peux tricoter pendant que tu discutes, pendant que tu regardes la télé et arriver à tout faire. Donc voilà, il y a ça ou comme le jardinage aussi, retourner la terre, voilà. Même si c'est pas parfaitement fait, il y a pas de parfait, donc le tout c'est de faire et puis, continuer à faire, et à aimer ce qu'on fait. Et puis, l'essentiel c'est comme voilà, pourquoi on se bat un peu, c'est garder le lien avec les autres, lien aussi avec l'extérieur et l'importance d'être dehors aussi, dans la nature, à la lumière du jour, donc voilà, contre l'isolement.
Ok, merci beaucoup Lydie d'avoir répondu à toutes ces questions. Eh ben, merci à toi. De rien, je vous souhaite très bonne continuation pour la suite et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Eh bien, au revoir. Merci, Anna.